direct du sous-sol mal éclairé d'Urbania, vous écoutez Beachology, un balado de Vanessa Destinée, en collaboration avec l'entreprise fondée par Philippe Lamarre. Bon, on parle encore de musique cette semaine. Vous vous rappelez là, de mon intro de la semaine passée où je vous expliquais que on a scindé un épisode en deux. On continue dans le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'avait pas fini. Dans le dernier épisode avec mon ami Thomas Leblanc, on parlait de la fragilité du statut de pop star en 2026. Ouais. Je sais, sortez le plus petit violon du monde pour des multimillionnaires. Mais écoutez, je pense que c'était quand même un sujet qui était digne de mention et qui valait la peine qu'on s'y intéresse. On a appris des choses, cette semaine, on récidive. On parle d'un autre mythe, celui des palmarès musicaux. Comme reflet organique de ce que les gens consomment vraiment. Vous vous rappelez, on a comme scindé l'épisode en deux parce qu'on avait tellement du bon stock. Et je trouvais que mes deux invités avaient du bon contenu à vous présenter. Pourquoi parler de la manipulation des palmarès musicaux cette semaine? C'est parce qu'il y a eu quelques scandales au cours des dernières semaines. Entre autres, le groupe de rock Geese, que moi, je connais pas tant que ça, je vais le dire très franchement. I'm a rap baddie, I'm a pop culture girly. Je suis pas fan de rock, je laisse ça à d'autres, OK? Donc, ce band-là, le groupe Geese, s'est fait accuser d'être une industry plant. Et ça, c'est une insulte suprême dans le monde de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on qualifie un artiste ou un groupe de industry plant, ça veut dire que un groupe qu'on fait passer pour quelque chose d'émergent ou d'authentique qui vient juste d'arriver sur la scène, et finalement, quelque chose créé de toutes pièces, façonné, cultivé, encouragé et poussé par l'industrie. Donc, évidemment, c'est pas nouveau comme concept. L'industrie de la musique a toujours eu recours à des pop stars fabriqués là, en série dans des usines, là, manufacturés. Là. On pense aux Spice Girls, on pense à NSYNC, aux Backstreet Boys. Je pense que ce qui surprend le plus dans le cas de Geese, c'est que c'est quelque chose, c'est des dynamiques qu'on voit dans le monde de la pop, mais peut-être un peu moins dans le genre du rock, qui demande une certaine crédibilité ou une certaine authenticité. Je sais pas, parce qu'on a l'impression peut-être que la musique va être contestataire ou qu'elle vient des tripes. Donc, de savoir qu'un band est créé de toutes pièces ou encore qu'il est moussé artificiellement par l'industrie de la musique pour s'imposer comme incontournable dans le paysage musical, c'est cringe. It's like jail. C'est du jail material, right? Ça a pas de crédibilité. Ça enlève toute l'aura. Tu perds des points aura. C'est ça qu'ils disent, les Gen Z, Antoine? Ouais, c'est ça. Tu perds tous tes points aura à la minute qu'on sait que t'es poussé par l'industrie de la musique, genre. You fake, baby. You all fake. Donc, je disais que c'était pas nouveau comme concept. Mais aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, ça devient comme une espèce de tendance inquiétante dans l'industrie d'avoir des bands, des personnes qui sont financées et stratégiquement poussées par l'industrie pour nous encourager de consommer leurs produits, dans le fond. On est vraiment dans... C'est une autre des manifestations du capitalisme tardif. Là. La fin est proche. Et on le sait, là, pendant ce temps-là, là, sur des plateformes comme Spotify, il y a carrément des artistes maintenant générés par de l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, Geese, au moins, c'est des humains. Is it cake? Je le sais pas. Mais... au moins, c'est pas un robot. C'est pas des robots, ces gars-là. Mais là, maintenant, on a de l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos playlists. On a une artiste, Xania Monet, une fausse artiste de R&B, qui a été créée par une femme qui s'appelle Telisha Nikki Jones. C'est une poète afro-américaine qui a comme créé un avatar pour qu'il puisse chanter des chansons générées avec le site Suno, auquel on a tous accès. Là. Vous pouvez vous-même fabriquer des chansons de toutes pièces avec un prompt. Suno, c'est comme genre le chat GPT de la chanson. Et donc, cette poète-là, elle a créé cet avatar, Xania Monet, qui est une fausse personne, là, qui est un robot, là, qui est une fausse femme noire. Et ce robot, cette intelligence artificielle, a réussi à se tailler une place dans le palmarès Billboard, au point où il a été signé par un label. Mais fuck that! Fuck that shit, pour vrai! Je refuse que les femmes noires qui souffrent déjà d'un manque de visibilité, là, puis là, on parle pas de Beyoncé puis de Rihanna, on parle des autres femmes noires dont vous entendez jamais parler, là, qui jouent sur BET puis qui arrivent jamais à percer les radios commerciales, sont déjà invisibilisées, puis là, en plus, t'as un fucking robot qui va prendre leur place. Fuck that, OK? Mais c'est ça le paysage musical dans un monde dominé par les algorithmes, OK? Des noms que t'as jamais entendus, des visages qui existent pas, des chansons qui sont optimisées, arc, ce mot,
pour parler de l'art optimisé, pour être juste assez catchy, juste assez chill pour pas que tu t'en rendes compte puis pour pas que tu le skippes dans ta playlist. Fait que la question se pose. Si les palmarès musicaux peuvent être influencés, voire corrompus, manipulés, est-ce qu'ils veulent encore dire quelque chose? Et pour répondre à ça, je reçois mon ami. Oui, j'ai plein d'amis comme ça. Je suis vraiment une fag-hag, pour ceux, une fille APD, comme on dit en français. J'ai un texte écrit là-dessus, là, c'est correct. Là. Je l'ai écrit dans un cadre journalistique, là, c'est pas insultant. Allez voir ça sur le site d'Urbania, fille APD. Bref, alors, je reçois mon ami Daniel Blanchette, qui est journaliste de données primées à Radio-Canada et qui navigue aussi bien les enjeux relatifs à l'alimentation. Là. Il parle notamment de réduflation. Il a fait des très bons dossiers sur la réduflation, la fâcheuse habitude qu'ont les entreprises de réduire la quantité de bouffe puis de nous faire payer le même prix pour des contenants à moitié vides. OK? Ça, il a fait ça, un dossier là-dessus. Mais il fait aussi, avec le journalisme de données, des dossiers super intéressants sur les absurdités de la culture pop, parce que c'est un homme avec plein de facettes, Daniel. Il a notamment consacré un dossier interactif dispo sur le site de Radio-Can sur les films de Noël Hallmark, hein? À partir duquel vous pouvez créer votre propre scénario débile. C'est écœurant. Allez voir ça. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut l'affirmer. Il m'en voudra pas si je le dis. Daniel, c'est un journaliste spécialisé en slop. Autant celui de l'industrie alimentaire que celui du divertissement. Et aujourd'hui, on plonge dans ce deuxième volet, donc dans l'industrie du divertissement. Vous écoutez Bitchologie. Jingle! Je suis avec Daniel Blanchette-Pelletier de Victoriaville. Comment allez-vous? Bien, merci. Je viens par contre de Squatec, encore plus reculé que Victoriaville, mais je comprends la référence. I don't know her. Une référence que, habituellement, c'est les gens de plus de 40 ans, quand même, qui m'appellent comme ça. La référence à La Guerre des Tucs, qui m'a été transmise par Hugo Meunier, ce vieux schnock. Film que je n'ai jamais vu. Comment vous avez jamais vu La Guerre des Tucs? Je sais pas. Oh mon Dieu! Ça, c'est vraiment pas de ma génération. Wow. Et je pense que ça m'intéressait pas, peut-être. C'est un oh mon Dieu! Ça parle pas vraiment de hockey, La Guerre des Tucs. C'est plus que ça. Oui, sûrement. Oh mon Dieu, c'est des dilemmes éthiques et moraux incroyables. Je pourrais pas me prononcer. Oh mon Dieu, si j'étais PSPP, je vous traiterais de traître à la nation, mais je suis une personne saine et équilibrée, alors je vais juste respecter la divergence d'opinion et d'expérience. OK, alors merci d'être avec nous, Monsieur Daniel. Je dis monsieur parce que vous êtes un journaliste à Radio-Canada. Oh là là, c'est très sérieux. C'est pour ça que j'ai mis une cravate. Donc, je vous respecte. Alors, vous êtes journaliste de données à Radio-Canada. Ouais, de données en plus, ça rajoute encore plus de sérieux et de crédibilité à mon titre. C'est ça, mais quel genre de données? Partout où il y a des chiffres, Vanessa, mais quand on parle de palmarès musicaux... On commence déjà comme ça? On commence déjà comme ça parce que c'est comme ça que je le justifie, parce que je suis journaliste de données, donc je peux m'intéresser aux chiffres qui concernent l'industrie de la musique, mais avant tout, vous le savez, je suis un amateur de pop stars, de musique pop, de culture pop aussi, donc je réussis comme ça à mixer mes deux titres. Et comme vous êtes à Radio-Canada, vous avez décidé que vous étiez en plein contrôle de cette entrevue et que vous mettiez vous-même la table. Parfait, je vais me venger en vous demandant de vous lever et de faire un tour sur vous-même pour montrer le T-shirt que vous portez aujourd'hui. Que je ne sors que pour les occasions spéciales. Ah oui. Donc, j'ai mis mon chandail de Beyoncé ici. OK, pour ceux qui... Parce que c'est un balado, un podcast, je le sais pas, qui ne voit pas, vous portez un chandail de Beyoncé avec les nichons bien à découvert quand même, hein? Oui, mais son plus beau T-shirt de marchandises de la tournée Renaissance. Qu'on a adoré, qu'on a vu ensemble. D'ailleurs, donc je me suis fait un devoir de le porter aujourd'hui. Ma main dans le vide en ce moment. OK, merci, Fio. J'avais besoin de ce contact-là parce que sinon, tout s'effondrait en moi. Merci d'être là, de parler de Beyoncé. Là, vous êtes assis. J'aime ça parce que les seins de Beyoncé s'affaissent comme c'est un T-shirt et c'est un peu ce que je vis moi-même comme femme de 36 ans maintenant. Ça me force à
me redresser sur ma chaise. Je suis contente qu'on soit tous les deux avec des seins tombants en ce moment. Ça m'encourage beaucoup et ça me conforte dans mon choix de ne pas mettre de brassière ce matin parce qu'avec un motif rayé, vous comprenez, ça aurait été... on aurait perdu de la finesse à la caméra et puis on peut pas faire ça, on peut pas se permettre. Là, on a déjà pas beaucoup de budget chez Urbania, donc on a une seule caméra. On salue les gens qui nous écoutent. Bonjour. On dit bonjour à Rafi aussi, Émile, qui sont avec nous dans les coulisses. Donc, Daniel, je vous ai invité, entre autres, pour parler du Kaya Asylum. C'est la base de votre visite ici, la raison de votre visite ici. J'en parlais avec Thomas Leblanc, un autre collègue à nous qu'on apprécie. J'ai évité de vous mettre ensemble. Je voulais pas créer un heated rivalry d'hommes qui se battent pour mon attention. Encore une référence au hockey, là, Vanessa. Ça suffit. Je pense que c'était plus une référence à l'homosexualité, mais sinon... Vous le prenez comme vous voulez, hein? Mais voilà, alors c'est ça, je suis tannée d'être au cœur de triangle amoureux. Alors voilà, j'ai décidé de vous séparer. J'aimerais avoir votre opinion à titre de journaliste de Radio-Canada qui a un devoir de réserve. J'aimerais votre opinion sur le Kaya Asylum. Moi, ça m'amuse beaucoup. Parce que, vous le savez, la plupart des artistes pop que j'adore ont été dans le Kaya Asylum ou le sont encore. Oui, vous avez un fétiche très bizarre dont il faut parler. Une obsession pour des pop stars qui ne sont pas has-been car elles sont never was. Oui, c'est une bonne définition, mais they will be. Oh mon Dieu. They will be one day. Voulez-vous donner des noms pour que les gens comprennent l'ampleur de ma détresse? Parce que c'est pas possible de dialoguer avec quelqu'un comme vous, Daniel. J'étais un des premiers fans d'Addison Rae qui est sorti du Kaya Asylum. C'est vrai, vous avez raison. Et maintenant, moi, je suis un grand fan de Rose Gray, de Adela, qui sont les pop stars de demain, j'en suis convaincu. C'est vrai. Rose Gray qui sort avec le beau petit gars là, dans quel film? Le film avec Nicole Kidman. Le Triangle, oui. Le Triangle of Sadness. Baby Girl. Baby Girl, là, où est-ce qu'on voit Nicole Kidman à quatre pattes prendre des lampées de lait devant un gars avec un coat de cuir. Ben ça, c'est Iris Dickinson, magnifique, qui va jouer John Lennon dans un film bientôt. Avec d'autres chauds lapins. Mais là, plus important que ça, qui est le conjoint de Rose Gray depuis très longtemps. Est-ce que c'est plus important que Nicole Kidman et John Lennon? Je ne penserais pas, mais en tout cas, penserais pas. Oh mon Dieu, on a de la misère avec la parlure. C'est parce que j'ai mangé, c'était pas du couscous, comment ça s'appelle? C'était du faro italien. Ça pogne dans les dents. J'ai oublié ma brosse à dents, donc vous devez supporter à la fois mon haleine et les résidus de nourriture dans mes dents. Je suis vraiment désolée, Daniel. Pour en revenir à Rose Gray, parce que c'est ce qu'elle m'inspire aussi, tout ce que je viens de décrire. Si on revient au sujet principal du Kaya Asylum... Oui, OK, d'accord. C'est certain que moi, je le vois de façon très ludique. Là. Pour moi, si tu es là comme artiste, au moins tu fais partie de la conversation. Je le vois positivement. Et je trouve que à l'époque d'aujourd'hui, quand on est... avec le streaming, les groupes de fans, ce sont quand même tous des artistes qui ont une base de fans assez solide, qui sont suivis. Donc, moi, il y a beaucoup d'artistes, comme si je prends par exemple Charli XCX, qui est un exemple assez... dont on a parlé aussi avec Thomas, parce que c'est l'exemple qui s'impose là, naturellement quand il est question du Kaya Asylum. Exact. Moi, je la suis depuis ses premiers featuring avec Icona Pop, avec Iggy Azalea. I like it. On n'a pas les droits, fait qu'il faut chanter, Daniel. Non, moi, je ne chanterai pas, ça n'arrivera pas. Laissez-moi me planter toute seule d'abord, c'est correct. On peut déjà arrêter ça. Mais non, pour la galanterie, on repassera. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je la suis, puis j'apprécie chacun de ses albums. Là. Je veux dire, pour moi, Brat, c'est un accomplissement, mais elle a fait énormément de bonnes choses avant ça. Et je trouve, comme fan de ces pop girlies-là, ce qui est le fun, c'est aussi de voir comment elles réussissent à en sortir. Puis c'est plaisant de les voir atteindre le mainstream et de pouvoir partager leur musique avec le plus grand nombre de gens possible. Et si ça n'arrive pas grave. Là. C'est vrai que je veux dire, moi, je vais continuer à profiter de la musique de ces artistes-là. Puis si le commun des mortels n'en profite pas, ben tant pis. Vous avez raison. C'est ça, on en parlait, je parlais ce matin. Vous avez raison, puis on en parlait notamment de Pink Pantheress, qui est comme la nouvelle sensation britannique, qui a fait un excellent album, qui a remporté un prix là, comme productrice de l'année, un prix qui avait jamais été remporté par une femme au Royaume-Uni. Puis elle disait que elle, sa vie, elle pouvait se contenter, c'est ça, d'avoir la même carrière que Charli XCX avant qu'elle explose. C'est pas besoin de remplir des stades comme Taylor Swift ou Beyoncé. Juste un succès relativement modeste, comme une Lily Allen aussi, avant que son dernier album explose, où t'as une base de fans qui sont là, qui sont fidèles, puis qui t'accompagnent dans tes petites tournées d'aréna ou dans tes petites salles indépendantes. Puis tu sais que t'arrives au bout du mois, tu payes tes factures, puis t'as un petit surplus pour vivre, puis produire ton prochain projet.
projet. C'est une vie qui semblait lui plaire. C'est un bon exemple, là, Chapel Roan. Je pense qu'il aurait aimé mieux avoir un peu moins de succès pour pouvoir avoir une vie normale. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu la balance de ta vie personnelle. C'est ça. Est-ce que tu veux, comme artiste, pouvoir à la fois faire ce qui te plaît dans la vie, mais pouvoir continuer de vivre aussi sans devoir t'isoler ou être pris dans ton manoir, à avoir plein de barrières de sécurité et être enfermé là? Je veux dire, c'est pas plus une vie pour un artiste. Là. Mais en même temps, quand je pense à la chanteuse Enya, et j'y pense régulièrement, au moins une fois par semaine, celle qui faisait de la musique un peu weird, planante, là, dans les années 2000, 90-2000. Moi, je lui pense pas aussi régulièrement, mais je sais à qui vous faites référence. En fait, moi, j'avais une prof en 5e année que quand on revenait de la récréation puis qu'on était trop turbulent, elle nous demandait de mettre notre front sur le bureau puis elle mettait du Enya pour qu'on se calme. Donc, ça fait partie du trauma que je traîne avec moi depuis des années. Mais Enya, elle vit justement de ses royalties, là, donc de ces quelques albums qu'elle a faits et de quelques chansons qui ont fonctionné, qui ont joué dans des films, dans des séries télé. Et elle vit dans un immense château avec des chats. Et honnêtement, j'aspire un peu à ça. Donc, aidez-moi, Daniel, en livrant du bon contenu durant ce balado. Comme ça, on va pouvoir vivre une belle retraite, vous et moi, grâce à tout l'argent de la publicité que rapporte Beachology. Appelez-nous, s'il vous plaît. On a besoin de commanditaires. S'il vous plaît. OK, alors, pour revenir au Kaya Asylum, que je suis pas capable de prononcer comme du monde, l'asile Kaya, on va dire ça comme ça, on s'est amusé à faire le palmarès québécois. J'aimerais avoir vos commentaires parce que vous savez, bon, il y a 7 niveaux de pop stars. On a les légendes en 7e niveau, donc vraiment le panthéon des grandes pop stars. On sait qu'aux États-Unis, ben, on va avoir Britney Spears, Céline, Janet Jackson, Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, évidemment. Au Québec, au panthéon, moi et Thomas, on a élaboré ça. On a pensé, entre autres, à... Céline Dion, évidemment, ça revient, c'est indiscutable, mais aussi René Martel, Marjo, Lara Fabian, Diane Dufresne, Isabelle Boulay et Ginette Renault. Évidemment, Thomas n'a pas nommé tout ça parce qu'il a cochonné sa portion du travail, mais moi, j'ai complété à sa place. Donc, vos avis, Daniel? Ben, je suis relativement d'accord avec tout ça. Ah oui? Oui. OK, on va continuer. Donc, les 7 niveaux de pop star, on va se rendre aux 6. Main star, donc les vedettes principales actuelles, modernes. Marie-Mé, Charlotte Cardin, Cœur de pirate. Oh! Vous savez que c'est un balado, donc on vous entend pas. On voit pas. Oui, disons que oui, mais j'en aurais reclassé certaines. C'est-à-dire? Pour moi, Marie-Mé fait moins de musique présentement, mais elle a un statut de célébrité sans aucun doute. Mais, vous dites exactement la même chose que Thomas Leblanc, puis... En temps normal, ça voudrait dire que j'ai tort, mais je suis pas capable d'arriver à cette conclusion-là. Donc, je pense que vous vous acharnez contre moi, en fait. Et sinon, bon, Charlotte Cardin, une carrière en France, je la classerais moins comme étant dans cette catégorie-là au Québec. OK. C'est pas mon choix non plus. Je l'ai fait par politesse. Je l'ai rajouté par politesse. Donc, est-ce qu'on devrait s'arrêter là? Cœur de pirate. La même chose, car Cœur de pirate et je pense... davantage représenté maintenant en France, peut-être, D'accord. qu'ici. Donc, cette catégorie-là, pour le Québec, me semble un peu moins... Pertinente. Vous auriez Mickey comme star principale, parce qu'on s'entend qu'il y a une Lou Adrienne Cassidy, par exemple. Ouais. On l'a mis dans la catégorie 5, succès presque garanti. OK. Parce qu'elle est là. C'est une excellente année qu'elle a connue là, en 2024-2025. Donc, on l'a pas mis tout de suite dans les main stars, mais vous l'auriez placé, vous? Je pense que oui. Ah oui, hein? OK. À l'heure actuelle, sur la scène musicale québécoise. Mais en fait, là, on va faire un aveu pour commencer. Puis vous le savez déjà, Vanessa, que mon intérêt pour la musique pop est très anglophone. International? Oui, international. D'accord, donc vous êtes encore un traître à la nation. Là. Oui, vous persistez, décidément, qu'on m'amène au bûcher. Oui, c'est ça. Mais ça nous étonne très peu d'un journaliste de Radio-Canada ou Radio-Cadena, comme disent les vrais, ceux qui sont au courant, ceux qui savent que... En tout cas, bref, non, je vais arrêter parce que je ne veux pas vous mettre dans l'embarras avec l'ombudsman de Radio-Canada ni avec vos gestionnaires. On veut que vous puissiez continuer à sortir ailleurs que dans la Grande Tour ou dans la boîte de cristal, peu importe où se situe Radio-Canada aujourd'hui. Alors, on continue avec le succès niche, Claude Pelgag. Oui. 5B niche. 5C Museum Leader, c'est-à-dire gardienne des reliques. Marie-Ève Janvier, André Waters. Oui. Pas pire. Supporting Act, donc de soutien. Lydia Kipinski, Ariane Roy. D'accord. Oh!
Non, Oui, Daniel, je vous très écoute. bien, mais c'est très... est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est trop sélectif comme... Mais vous auriez mis qui? Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut dire... Est-ce que Milk and Bone serait là? Ah, c'est Est-ce bon, que... ça. Ouais. Milk and Bone. Qui d'autre qu'on a? Men I Trust. Merci Rafi, donc anglophone de service, Ouais. qui est là pour nous ramener à l'ordre, nous rappeler que nous avons deux solitudes, que nous essayons de réunir ensemble. Donc, merci beaucoup. On salue les anglophones du Québec et du Canada. Merci d'être vous. Thank you. On continue? Mais moi, je passerais tout de suite au Kaya Asylum. OK, Kaya Asylum, oui, ça commence à s'éterniser quand même. Hein. D'accord, mais vous ne vouliez pas savoir que le low end, la section 2, niveau 2 de conscience de la pop star, j'avais mis... Non? Ça va. Oui, je comprends, parce que souvent, quand je dis Roxane Bruno, Kathleen et Gabrielle des Trois-Maisons, les gens sont comme, ouais, ça va. Mais donc, Gabrielle, on la mettrait pas dans le... Elle est pas dans le Kaya Asylum? Ben, en fait, ouais, c'est Parce qu'elle continue à faire de la musique. Je l'ai vu en spectacle aussi récemment que... Mais en fait, je l'ai vu 2 fois plutôt qu'une. Oui, non, vous êtes obsédé. En spectacle. Et elle continue à faire de la musique. Elle continue d'avoir... elle veut dire, elle a attiré les foules à Rivière-du-Loup. Là. Bon, une foule mineure, là, quand vous même. Vous avez dit, là, elle a attiré les foules à Rivière. Cette phrase-là ne se peut pas en français, Daniel Blanchette-Pelletier. C'est... Non. À Victoriaville, peut-être, mais non. À Montréal, jamais personne ne dirait, elle a attiré les foules à Rivière-du-Loup. Mais c'est là que je l'ai vu, à ma défense. C'est là que je l'ai vu. Donc, oui, mais les foules de combien de personnes? Ben, 30? 50 personnes. 40, peut-être, mais... Ça, c'est une file au McDo. Le théâtre était plein. Quand le cornet est à $1. OK, Daniel. Donc, dans le Kaya Asylum, alors, roulement de tambour. Oh fuck, oui. Excusez l'équipement. Hein. C'est un roulement de tambour. J'avais mis, personnellement, Éléonore Lagacé, Mia Tiner, la gagnante de Star Academy, et Annie Majormat. OK. Bon, ça a manqué un peu d'éclat comme réaction. Ouais, ben, je pense que j'avais manqué le succès de certaines pour justifier leur présence dans le Kaya Asylum. Mais pour vous, elle serait même hors concours. Même pas digne de se retrouver dans le Kaya Asylum. Peut-être que c'est peut-être moi qui ai manqué peut-être une époque où j'étais pas au Québec. Ou, vous êtes toujours possible. Au Québec, Daniel. Non, il y a certains moments où je ne suis pas au Québec. À raison de 14 jours par année. Non, une période de 4 ans dans mon passé. Ah oui, c'est vrai, quand vous avez été en Ontario, à Sudbury, oui, mon Dieu, comme Jean Leloup. Peut-être qu'il me manque une partie importante de l'histoire culturelle québécoise. Je ne pense pas, non, mais... Voilà qui complète le palmarès. On ne va pas s'éterniser davantage parce que ça risque de devenir méchant. D'accord. Et je ne souhaite pas être Jean-Sébastien Gérard en 2012. Alors, voilà. On le salue, lui aussi. Bisous, Jeannot. Alors, on enchaîne. J'ai un ordre du jour parce que je me rappelle plus de quoi je voulais parler avec vous, Daniel. Pourquoi vous êtes là? Répondez à la question. Pourquoi vous êtes là? Ah oui, OK, on parle de palmarès musicaux. Oui, d'accord. Faites ça. Ben, faites ça d'abord. Donc, les palmarès musicaux sont des classements hebdomadaires publiés par Billboard, mais aussi d'autres institutions qui vont classer les artistes par ordre, disons, de popularité, soit de leurs singles ou de leurs albums. Oui. Est-ce qu'il fallait que je mette une réaction là? Comme vous voulez. D'accord, mais on peut... Est-ce qu'on parle de classements musicaux? Est-ce qu'on parle de manipulation des classements musicaux? On parle de la manipulation des classements musicaux qui permettent à des vedettes de se maintenir au top. En fait, moi, c'est ce que j'ai appris. Vous avez écrit un dossier sur ce sujet-là qu'on avait vaguement entendu parler dans la foulée de la saga entre Kendrick Lamar et Drake, notamment, où on se rappelle, c'est un beef entre les deux rappeurs qui s'est soldé par la mise à mort quasiment culturelle et sociale de Drake. Donc, Kendrick Lamar a eu le dessus en traitant notamment Drake de pédophile. Tout ça part d'un conflit personnel là, entre les deux, mais ça a pris des proportions là, assez inégalées quand même là, dans le milieu de la musique là, parce qu'ils se sont répondus à coups de chansons tous les deux sur plusieurs semaines. Là. Il y a de quoi faire un album, en fait, avec les chansons là, qui sont sorties dans le cadre de ce conflit-là, donc avec plein de références codées, etc. Et à un moment donné, bon, Drake, qui n'a pas supporté de perdre la face devant tout le monde, a décidé de déposer une poursuite dans le cadre de ce beef-là. Ce qui est vraiment...
tu fais pas ça. Si t'es un vrai gangsta, tu déposes pas une poursuite contre un autre rappeur. You don't do that. Donc, c'est la preuve que Drake n'est pas un vrai rappeur, mais surtout un poseur. Et dans la poursuite, dans le fond, il allègue, entre autres, que s'il a perdu l'affaire, s'il a perdu la joute musicale, c'est entre autres parce que des producteurs puis des compagnies, des plateformes de diffusion ont moussé les chansons de Kendrick pour leur faire connaître un succès qu'elle n'aurait pas eu autrement sans cette aide-là artificielle qui est venue gonfler les chiffres d'écoute. Ça, c'est la théorie de Drake. C'est ce qui était avancé dans la poursuite. Il me semble que la poursuite a été rejetée. En effet, mais il y a un recours collectif qui est toujours en vigueur, par contre Drake, qui est lui-même accusé d'avoir utilisé des revenus d'un casino en ligne pour payer des fermes d'écoute en continu et des robots. Donc, il a reproché... Les deux ont misé sur cette tactique-là, disons, qui est la pire des formes de manipulation des palmarès, quand on va avoir recours à des robots, à des fermes d'écoute pour venir maximiser le nombre d'écoutes de ces chansons. Ça, c'est la pire forme, disons, qu'on voit en ce moment avec le streaming. Parce qu'on parle de ce sujet-là, entre autres, en lien avec le palmarès des pop stars. Dans le fond, on comprend que certaines qui se hissent au sommet, aux États-Unis en ce moment, dans les main pop stars, on a évidemment Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande aussi. Et on sait que certaines de ces femmes-là utilisent parfois des techniques pour mousser leur vente et finalement gonfler un peu leur importance culturelle? Elles le font toutes. Elles le font toutes, OK. Les palmarès, c'est un concours de popularité. C'est littéral. Quand tu regardes le classement, tu vois en un coup d'œil quels sont les artistes les plus populaires. Donc, tout le monde veut atteindre le numéro 1. Et il y a des exemples assez, disons, pas mineurs, mais quand on commence à réfléchir ce que font les artistes, on se rend compte qu'il y a pas mal plus de décisions commerciales que de décisions artistiques. Quand une chanson, par exemple... Mon cœur s'est genre brisé en deux. J'ai fait comme... Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Ils sont tous à l'argent. En fouillant ce dossier-là, c'est de comprendre les décisions, comment ça influence le positionnement sur le palmarès. Puis quand on a une chanson, par exemple, qui cartonne, disons, d'un artiste, qui est au numéro 2 ou numéro 3, soit la maison de disques, soit l'artiste va voir, il manque juste une petite poussée pour atteindre le numéro 1. Donc là, on va voir, par exemple, la sortie de la même chanson avec un featuring d'un rappeur ou une collaboration qui va redonner vie à la chanson et qui va la pousser parce que tout converge toujours vers la chanson originale. Donc, ça va lui donner le petit plus qui lui manquait pour atteindre le numéro 1. Ça, c'est une stratégie qu'on voit souvent. Par exemple, si j'écoute Levitating de Dua Lipa, que j'adore, qui nous a fait beaucoup danser pendant la pandémie, elle a sorti un remix avec le rappeur DaBaby qui apporte pas grand-chose à la chanson. La chanson a exactement la même durée. Exactement. Fait que ça encourage les gens à aller écouter l'original, dans le fond. Puis c'est ça. En fait, non, même quand tu écoutes la chanson remixée, les streams vont vers la chanson originale de toute façon. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle vous parliez de Pink Pinterest tout à l'heure. Elle a un succès avec Zara Larsson en ce moment. Qui est une autre du Kaya Asylum. Qui est en train de s'évader. Se libérer de ses chaînes. Se libérer et on est très content pour elle. On est fiers d'elle. Et, évidemment, mais quand sa chanson a commencé à entrer au palmarès, elle a demandé à Billboard d'ajouter le featuring de Zara Larsson parce qu'elle disait « Je sais que c'est grâce au stream amené par la version avec Zara Larsson que ma chanson Stateside est populaire. » Et donc maintenant, les deux apparaissent. Mais sinon, habituellement, même quand il y a un remix, c'est la version originale qui est sur le palmarès. Ça, je savais pas ça. D'accord. Fait que ça lui permet, dans le fond, d'étirer aussi sa durée de vie puis d'amplifier, encore une fois, je reviens beaucoup à l'impact culturel parce que la question qu'on se pose, mais c'est pourquoi cette obsession de vouloir être numéro 1 quand tu as déjà des fans, quand tu as déjà de l'argent, quand tu as déjà le respect de tes pairs, quand tu as déjà de l'admiration? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est souvent une question maintenant de battre des records, d'être l'artiste qui a le plus de numéro 1. Puis, on va en reparler plus en détail. Parlons-en. Mais quand on regarde les artistes qui cumulent le plus de numéro 1 présentement, puis j'ai la liste ici, là, ce sont des artistes, disons, de la précédente génération. Des vieilles personnes, donc? Oui, mais je veux plutôt dire, à l'époque où on achetait des CD, on achetait des vinyles, à l'époque où on faisait la file pour aller acheter un album à sa sortie, ou quand on entendait une chanson à la radio, elle était partout. Là. Une chanson numéro 1, c'était une chanson qui avait marqué son époque. Elle était partout. Et qui mobilisait les foules à Rivière-du-Loup, notamment. À Rivière-du-Loup, notamment, mais même partout dans le monde. Là, dans les plus petits villages du Québec, la chanson était connue. Maintenant, si on regarde les numéros 1, la majorité sont inconnus.
100%. de tous, là. 100%. Puis il y a même des numéros 1, en fait, des tunes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, qui reviennent l'année suivante parce que les publics sont tellement éparpillés. Puis là, ça marche pas. Puis il fut une époque, effectivement, on a tous déjà vu ça, là, les légendes urbaines ou les reportages qui parlent d'une équipe de tournage qui se rend en Amazonie, qui découvre une tribu, puis là, qui lui montre une photo de Michael Jackson, puis ils savent c'est qui, là. C'était comme ça, un peu qu'on construisait les mythes à une certaine époque, là, en disant, c'est ça. Et donc, maintenant, on pourrait montrer des artistes au numéro 1 à des gens dans la rue et ils ne sauraient même pas c'est qui. Émile, savez-vous qui est Zara Larsson? Oui, absolument. OK. Évidemment, là, il fallait... Addison Rae? Oui. Donc, vous êtes un raciste? Si je suis un raciste... C'est le nom de son fandom. Les racistes. J'adore les racistes. De faire tu sais, les Sunrays, c'était l'option B, mais ça n'a jamais vraiment levé. Non, c'est beaucoup plus drôle, les racistes. Mais ce que j'allais vous dire, Vanessa, c'est quand on regarde donc, cette liste-là des artistes avec le plus de numéro 1, ben, on voit Taylor Swift dans ce palmarès-là qui arrive tout juste, en fait, derrière, en fait, à la même position que Rihanna. Chacune ont maintenant 14 numéros 1. Mais quand on regarde les 14 numéros 1 de Rihanna, ce sont beaucoup des chansons qui ont marqué leur époque, qui sont très, très connues, qui ont joué à la radio, dans les clubs. On ne va pas encore chanter, là. Mais là, vous m'avez interrompu dans mon flow. Ça aurait été mélodieux, mais évidemment... c'est ça. Ça s'est éteint. Ils pourront jamais bénéficier des cours de chant que je paye 65 $ de l'heure depuis 3 mois déjà, Daniel. Merci pour ça. Mais si on la compare donc à Taylor Swift, qui a engrangé un très grand nombre de numéros 1, disons, dans les 5 dernières années. Ce sont des chansons qui ont souvent passé une seule semaine au numéro 1, qui ne vont pas marquer leur époque. Là, on ne se rappellera pas de ces chansons-là nécessairement dans 10 ou dans 15 ans. Non? Je suis pas capable de reconnaître les premières notes de All Too Well, la chanson qui est l'hymne des Swifties, en fait, qui est la préférée de la majorité des Swifties et qui, pour eux, représente le mieux la carrière de Taylor Swift. Je pense que cette chanson-là ne jouait presque pas à la radio à l'époque. C'était pas un single retenu, en fait, là, qui a joué... Et parlons-en un peu du rôle des radios commerciales en 2026. Est-ce qu'elles sont encore pertinentes dans l'élaboration des numéros 1? Est-ce qu'elles participent à la construction? Oui. Ah oui, on peut encore compter sur les radios commerciales là, pour... Pas compter, on peut pas compter sur les radios commerciales pour aider certains artistes à atteindre le numéro 1, mais c'est que les radios commerciales jouent encore un très grand rôle dans le sens où elles font partie de la formule de calcul de Billboard. OK, je comprends. Donc, quand on calcule disons, comment une chanson atteint le numéro 1, mais il y a un tiers de ça au moins un tiers qui est dû aux diffusions à la radio. Donc, si les radios quand même. font jouer toujours juste les mêmes artistes, les plus gros artistes, ben, ça va toujours les avantager eux. Donc, si une Addison Rae, par exemple, connaît un succès en vente de vinyle, connaît un succès en streaming de la part de ses fans, si elle n'est pas jouée à la radio, elle n'a pas de chance d'atteindre le numéro 1 parce que ça lui prend aussi la radio pour réussir ça. Donc, elles sont encore pertinentes aujourd'hui. Et là, je sais qu'il y a des techniques qu'on reproche justement aux plateformes d'écoute où on va mousser l'écoute de certains artistes, mais à une certaine époque, on achetait aussi là, les radios commerciales. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme conclusion, en fait, dans votre article parmi les techniques répandues pour... Il y a toujours eu de la manipulation des palmarès, toujours dans l'histoire. Même à l'époque des Beatles. Oui. À une certaine époque, les ventes de vinyles étaient calculées parce que les disquaires envoyaient à la main. Bon, il y a eu 40 copies vendues d'un album, puis à cette époque-là, on parlait beaucoup de fraude. Donc, certains allaient gonfler les chiffres pour plaire à une maison de disques, allaient enlever des chiffres à un artiste par vengeance. Sabotage! Sabotage comme ça. Comme dans iTonia, genre... Donc, on ne pouvait pas se fier... Ben oui. OK, de péter le genou, là. C'était moins violent, par contre, dans les disquaires. Bon, OK, je vais dire un tabou, alors, comme Céline Dion puis Lara Fabian. Ça, je vais le prendre sur moi. Daniel, vous n'avez pas besoin de vous prononcer, mais on sait que Lara Fabian a tenté de faire carrière en anglais, même en français, là, d'avoir une carrière plus grande dans la francophonie. Mais bon, il y avait une certaine Céline Dion qui se trouvait en travers de son chemin. Il semblerait que... Lara n'a peut-être pas reçu l'appui dont elle avait réellement besoin pour que sa carrière explose. C'est Thomas qui vous a dit ça? Non, c'est pas Thomas, c'est mes propres recherches, franchement! Oh, je suis journaliste moi aussi, là! Je vais pas juste regarder des vêtements, là, sur Internet. Attendez un instant, il y a une belle paire de jeans en ce moment même que je vais peut-être rajouter à mon panier pendant que je vous parle. Tout d'un coup que ça part rapidement, là. C'est l'été bientôt, hein, vous savez comment ça part vite, là, les pantacourts. Ça ne se démode pas. Malgré toutes les nouvelles tendances qui s'inscrivent. D'accord. Alors... On revient au Payola,
qui... Le payola, que c'est ça? Le payola, j'ai changé de sujet, mais ça, c'est avec la radio. Dans les années 50, on a eu vent de maisons de disques qui payaient les radios pour faire jouer certains artistes en priorité. Donc, ils les avantageaient. Okay. Et le payola a fait un retour avec le streaming, avec des maisons de disques qui ont payé des streamers pour propulser leurs artistes, qu'ils soient davantage mis de l'avant par l'algorithme, par exemple, ou au sommet des différentes playlists d'écoute. Ouais. Donc ça, on le voit aussi, c'est une autre forme de manipulation qui est connue dans l'industrie. OK. Il y a les artistes eux-mêmes, des fois, qui ont des stratégies. Là, mettons, Lady Gaga, à un moment donné, là, je me rappelle plus, elle a fait comme une espèce de promotion dans les années 2010. C'est la vente au rabais. Maintenant, il y a des prix minimums qui ont été établis pour qu'un album compte dans les classements, pour qu'un single compte. Donc, c'est pour ça que tout est à 69 sous, par exemple. Ouais. C'est le minimum qu'on peut vendre un single pour que ça compte dans les chiffres. D'accord. Et Lady Gaga, elle avait, pour son album Born This Way, elle voulait atteindre le million de copies vendues. OK. Et donc, elle a mis en promotion pendant 2 jours sur Amazon à 99 cents. L'album entier. Évidemment, la moitié des chiffres, la moitié de ses ventes de son million d'albums vendus proviennent de ses ventes au rabais. Ben c'est ça, 99 cents pour l'album au complet? L'album au complet. Ben là, mon Dieu. Donc, Wow. elle a vendu énormément de copies, mais en utilisant cette stratégie-là qui n'est plus permise aujourd'hui. C'est plus permis, là. Non. Ils ont Maintenant, arrêté. le minimum qu'on peut vendre un album, je pense que c'est 7,99. Wow, OK. En version numérique. OK, c'est super intéressant, ça. Fait que, mais Lady Gaga, est-ce qu'elle aurait eu le... Mais attendez. Parce que Lady Gaga, c'est une légende. Elle fait partie des main pop girls en ce moment. On l'adore. Elle s'est réinventée. Elle est revenue après quelques égarements là, dans des films de normies, là, genre Joker, puis l'autre affaire avec Bradley Cooper, là. A Star is Born, le 4e remake de ce film-là, dont on se calisse. On peut-tu le dire qu'on s'en calisse? Moi, je vais le dire, Daniel, on s'en fout de cette histoire-là. C'est pas bon. Puis c'était surfait. On a beaucoup aimé Lady Gaga dans le film, mais Bradley Cooper, performance navrante comme à son habitude. Toujours un peu... Oh, très moyen. A few moments later. Lady Gaga, c'est quand même une main pop girl. C'est quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un qui a eu un impact culturel majeur, significatif, qui aurait eu ce succès-là pareil, même si elle n'avait pas mis ses albums à 99 cents. Fait que, tu sais, elle aurait eu éventuellement son million. Je peux pas croire que c'était tellement un phénomène à l'époque. C'est à la semaine de sa sortie. Ah, c'est oui, ça OK. qui compte aussi. OK. Les artistes ne veulent pas être numéro 1 3 mois après leur sortie. Là. C'est la semaine de la sortie qui compte. Puis ils vont mettre tous les efforts pour la première semaine pour avoir ces chiffres-là. C'est triste quand même, tu sais. Et tu sais, maintenant qu'on parle d'albums, souvent dans tous les grands titres, c'est 3e album consécutif qui débute au numéro 1. Ouais. Tu sais, ça compte, ces chiffres-là. Puis c'est pour ça que les artistes vont utiliser toutes les manières possibles d'y arriver. Non? Et ça me rend triste quand même parce que justement, on évacue l'art puis on est vraiment dans la course au succès commercial. Puis ça me fait de la peine de penser à des artistes que tu crois authentiques, sincères dans leur démarche puis te rendre compte finalement que ils sont beaucoup à l'argent puis ils sont comment dire, motivés par un ego démesuré, en fait. Je parle souvent de Beyoncé comme de quelqu'un qui travaille plus à écrire son propre mythe qu'à interagir avec ses fans puis le public qui lui permet de continuer à faire de la musique, tu sais. Des fois, j'ai vraiment, c'est ça l'impression que on est dans une génération, on a connu en tout cas une génération d'artistes qui voulaient plus passer à l'histoire que vraiment juste être un artiste reconnu. Tu sais, je sais pas comment le dire. Parce que ça serait... Le succès serait venu quand même, tu sais. Je veux dire, il y a beaucoup des légendes qu'on apprécie aujourd'hui. En fait, en même temps, vous nous apprenez qu'on a toujours manipulé les chiffres, fait que je le sais plus. Je suis en perte de repère. Tu sais, je me reprojette là, en 2004. Tu sais, Prince a fait aussi une technique de manipulation pour un de ses albums qui était... puis on l'a vu beaucoup aussi dans les années 2010, mais d'avoir un CD... T'achètes un billet de spectacle, ça vient avec un CD. Ah, ouais, c'est ça, les artistes ont fait ça à plusieurs occasions pour mousser justement leur vente d'albums. Et Prince, ça lui a permis d'atteindre des sommets qu'il n'avait pas atteints en plusieurs années. Donc, c'est venu un peu le remettre à l'avant-plan. OK. Je pensais que c'était la fois où il avait changé son nom pour le Love Symbol. Est-ce qu'on se rappelle de cette période-là? Non, on se rappelle. Où son nom, c'était juste un hiéroglyphe. Fait que personne ne savait comment dire Prince. Tout le monde était comme... OK, c'est une de ses dernières excentricités. On le salue là-haut. J'aimerais qu'on parle de Taylor Swift. Ouais. J'ai repoussé ce moment jusqu'à présent dans le balado. Alors que j'ai failli l'aborder juste avant. Je sais, mais donc... sans trigger warning, ça n'aurait pas été possible, Daniel. Je frémis juste à l'idée de parler de Taylor Swift pendant au moins les 5 prochaines minutes. Cet artiste,
que j'apprends à respecter malgré moi parce que je ne peux pas nier son importance. Elle est au sommet. Elle vend des millions d'exemplaires de ses albums même si en copie physique. Ça ne se voit plus aujourd'hui. Donc, il faut lui donner ce succès-là. Les gens partent. Mais mettons que je vais l'arracher tout de suite en rappelant qu'elle est vraiment gossante. Je peux-tu faire ça? C'est votre décision. Ça m'appartient, d'accord, Fiu. Il me reste encore quelque chose dans ce projet. Mais je pense que c'est important de parler d'elle en termes de manipulation des palmarès parce qu'elle est une des plus ferventes utilisatrices de toutes ces techniques-là. Je vais vous dire un secret, Daniel. Oui. C'est pas un scoop. Non, c'est pas un scoop. On le sait qu'elle est agressive. Et elle le fait de façon répétitive dans les 3 dernières années. Et c'est ça un peu qui a mis la puce à l'oreille sur cette manipulation des palmarès-là. Tout ce qu'elle a fait, c'est ça, moi, qui m'a fait dire « Ah, c'est pas normal, ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? » Puis de m'interroger. C'est important que les gens le sachent. Parce que, comme je disais au tout départ, quand on analyse les décisions qu'elle prend, on comprend la raison derrière, qui est l'atteinte d'un numéro 1. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que dans le cadre de votre travail, Daniel, vous vous intéressez à l'intérêt public et vous avez la quête de vérité au cœur de votre travail. Et donc, c'est Taylor Swift qui vous permet de vous réaliser comme journaliste en ce moment. Je trouve ça beau, quand même. Faut lui donner ça. Elle m'a quand même permis... C'est votre moteur? Oui, mais c'est... Tu sais, là, on nomme Taylor Swift, mais je suis pas mal sûr que si on creusait davantage, on trouverait les mêmes manipulations de plein d'artistes. Si on arrêtait de s'intéresser à Sacklick, par exemple, peut-être qu'on pourrait parler de Taylor Swift, je sais pas, des vrais sujets, des vrais enjeux. Elle n'est pas la seule, mais moi, dans l'article, on montre à quel point elle a poussé, disons, la note un peu loin dans ses différentes tactiques. En reculons à l'album Midnight, par exemple. Oh, c'est pas si loin quand même dans sa discographie. Non, mais j'aurais pu remonter à Red quand elle donnait son album à l'achat d'une pizza. Quoi? Je veux dire ça, je l'ai lu. Non, j'aimerais... Pardon, rewind, s'il vous plaît. On recule. Excusez-moi. Une stratégie qu'elle a utilisée pour l'album Red était de donner son album à l'achat d'une pizza dans une pizzeria américaine. Donc, si on l'a vu pour Reputation, on pouvait acheter un magazine dans lequel il y avait une copie CD de l'album. Il y a eu différentes tactiques au fil de sa carrière. Mais la pizza, c'est d'une vulgarité. C'est une pizza, mais c'est rouge. J'assume que c'est une pepperoni fromage. Il y a un lien, peut-être. Une marinara, vous voulez dire? Ah, peut-être, oui. Sans saveur, comme sa musique. I Went There. Qui est mon album préféré, il faut que je le dise. Oui, non, je sais, la critique aime beaucoup cet album-là. Hein. Quel single vient de Red? Red, vous voyez comment je l'ai dit? J'allais dire All Too Well, mais que vous avez détesté tout à l'heure. Bon, c'est ça. Vous n'êtes pas capable de nommer une chanson de Taylor Swift, mais ça se prétend être au service du public. Hein? 21? Ah, 21. Mais non, ça, c'est dans 1989. Ah, non, peut-être. Vous avez raison. C'est-tu aussi la chanson I Knew You Were Trouble? Oui, exactement. Parce que moi, j'aime beaucoup cette tune-là. Il y a un remix avec des chèvres. Trouble. C'était entre son country et le pop de 1989, c'était le début de ce virage pop-là. Oui, c'est we are never, ever getting back together. C'est une chanson pour enfants. J'étais un très mauvais pass to Swifties. C'est cet album-là donc, que vous aimez. Oui, ça reste mon préféré à ce jour. Mais là, je vous ramène à Midnight, parce que c'est celui-là dont je voulais parler. Vous voulez pas parler du fait que vous êtes resté pogné à l'âge mental de 17 ans? Non, je voulais vous parler de Midnight. Midnight, quand elle a sorti cet album-là, il y avait 4 variantes de vinyle. Oui, c'est vrai! Donc, aux pochettes différentes et qui formaient une horloge à l'endos. Donc, les fans qui voulaient faire l'horloge devaient acheter 4 copies du vinyle. Ouais. Ça a commencé comme ça. Quand est arrivé The Tortured Poets Department, elle est allée un petit peu plus loin. Maintenant, ces variantes de vinyle contenaient une chanson exclusive. Donc, un Swiftie qui voulait posséder l'ensemble de la discographie de Taylor Swift devait acheter tous les vinyles pour avoir toutes les chansons. Il faudrait me payer pour que j'achète des vinyles de Taylor Swift, mais fine, you do you, cher public, OK? Et ça, c'est la question des vinyles, mais il y a eu pendant les, je pense, 17 ou plus semaines où elle s'est maintenue au numéro 1 des palmarès d'albums, elle ressortait chaque semaine une édition numérique avec un démo,
un enregistrement sonore, un remix, pour être sûr d'avoir les chiffres qui la maintenaient au numéro 1. Et ça a été extrêmement critiqué parce qu'on se demandait, mais en faisant ça, est-ce qu'elle vient de bloquer Charlie XCX d'avoir un numéro 1? Est-ce qu'elle vient de bloquer Chapel Roan d'avoir un numéro 1? SZA aussi. SZA, il y a eu aussi Billie Eilish. Donc, il y a plein d'artistes féminines qui avaient énormément de succès autour d'elles, qui pouvaient aspirer à un numéro 1 et qui ne l'ont jamais eu parce que Taylor Swift multipliait les tactiques pour se maintenir au numéro 1. Finalement, les chiffres ont montré que même peut-être sans ces différents variants-là, elle aurait réussi quand même à maintenir le numéro 1, mais reste qu'il y avait une stratégie clairement identifiée de sortir le plus de matériel possible pour se maintenir au numéro 1. Est-ce qu'on peut parler de bullying artistique? C'est une forme d'intimidation quand même. C'est une forme d'intimidation qui vient nuire aux autres, oui, effectivement. Oui, on finit par réduire aussi au silence des voix, souvent féminines, qui sont tout aussi pertinentes pour la culture puis pour la société en général. C'est-à-dire que c'est d'autres perspectives sur l'expérience féminine, c'est-à-dire que c'est d'autres perspectives sur l'expérience féminine dont on pourrait tous bénéficier. Donc, ces artistes-là, Billie Eilish, SZA, ont ouvert des conversations sur différents enjeux. Puis c'est comme tomber dans une craque parce que tout le monde est encore ébahi par Taylor Swift. T'sais, toute notre attention était monopolisée par Taylor Swift, donc, dont on suit aussi la vie personnelle beaucoup. Fait que ça vient s'additionner. Oui, et quand on parle de Torture Poets Department, si je ne me trompe pas, là, c'est devenu l'album d'une artiste féminine qui a passé le plus grand nombre de semaines consécutives au numéro 1. Et c'est pourtant l'album détruit par la critique. Et dont on ne va pas vraiment se rappeler, mais ça va rester un record, mais d'un album dont on ne se souviendra peut-être pas, qui n'est pas un album si marquant dans sa discographie. De la discographie de Taylor Swift. C'est quoi le rôle des fans dans tout ça? Parce que quand on parle de... Vous pouvez boire de l'eau, Daniel. Là, on est chez Urbania quand même. D'habitude, il y a de l'alcool dans nos gourdes, là, franchement. Là. J'avais besoin de me... On va pas se formaliser un peu. d'une gorgée d'eau, là, franchement. Là. Si ça avait été Hugo Meunier, il aurait popé une Molly. Là. Avant de vous enchaîner, je voulais quand même arriver au dernier album de Taylor Swift. Est-ce qu'il faut continuer de parler de Taylor Swift? Est-ce vraiment pertinent? Je pense qu'il faut le faire parce que vous avez parlé de l'aspect de nuire aux autres artistes autour d'elle. Oui, et là, vous nuisez à ma santé mentale en vous acharnant à parler de Taylor Swift, mais d'accord, allons-y. Je veux quand même parler de cette idée de capitaliser sur ses fans, oui. de monétiser l'engagement de ses fans. Okay, et avec son plus récent album, Taylor Swift, elle sortait des variantes de son album avec les mêmes chansons cette fois-ci, mais avec des pochettes différentes, des couleurs différentes, et les fans avaient 24 heures pour les acheter. Oui, c'est vrai. Donc, c'était une course contre la montre pour avoir le variant que tu voulais, puis là, tu savais pas si, est-ce que je vais préférer lui qui va sortir dans 2 jours, puis là, est-ce que je l'achète une deuxième fois? Ouais. C'est un objet rare convoité, dans le fond. Mis sur la convoitise, sur la rareté. Excusez. Il fallait que ça sorte. C'est viscéral. Quand il est question de Taylor Swift, là, c'est ça en permanence dans mon cerveau. Là. Peut-être qu'elle pourrait le sampler pour son prochain album. Ça pourrait être une solution. Elle saurait pas quoi faire avec ça. C'est trop... Ce son-là que j'ai fait est plus raffiné que n'importe quoi qu'elle a produit dans The Torture Poets Department, par exemple. Oui, je suis dure. Mais parce qu'on est trop gentil avec elle. Son dernier album, qui est juste normal, même de la vie des Swifties, celui-là, comment il s'appelle, là, qui contient Opalite, puis... Opalite, qui vient d'atteindre le numéro 1 dans une série de tactiques de manipulation. Il y a des versions disco acoustiques de cette tune-là, ça finit plus. Ça aurait été parfait pour mon article si c'était sorti juste avant mon article, j'aurais eu une belle démonstration de comment on manipule les palmarès sous toute leur couture. Oui, mais c'est ça. Mais c'est quoi le nom de cet album-là? Attendez, je suis en train de le googler, là, par les meubler le silence. The Life of a Showgirl, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de vie ni de showgirl. Effectivement, donc cet album-là, je m'en allais où avec mon idée? 2 numéros 1. 2 numéros 1. Première fois qu'elle l'a réussi depuis 1989. C'est que je voulais dire, c'est que même de la vie des fans, cet album-là, bon, il est juste correct dans sa discographie et pourtant, il y a des magazines spécialisés en musique qui ont donné la note de 5 étoiles, tu sais. Et c'est ça qui est fâchant dans le cas de Taylor Swift. Si je m'acharne contre elle et si elle me fait pogner les nerfs, c'est à cause de la complaisance qu'il y a autour de la machine Taylor Swift parce que les journalistes et les médias veulent absolument garder l'accès. Ils savent très bien que s'ils font une critique négative ou s'ils osent remettre en question son modèle d'affaires, ils risquent d'être barrés à tout jamais. Donc, à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils déroulent le tapis rouge pour Taylor Swift. Puis, Taylor Swift est parfaite, est magnifique, est extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Dieu bénisse Taylor Swift. En fait, Taylor Swift, c'est Dieu. Waouh, merci. C'est notre sauveur. C'est trop. It's too much. Ouais. Il faut cesser. C'est ça. Parce qu'après, on reste dur avec des artistes qui en arrachent, qui mériteraient qu'on soit juste ou qui mériteraient d'être hypés davantage. Puis finalement, on est juste
normal, on est neutre. On essaie d'être neutre avec des artistes ordinaires, mais avec Taylor Swift, on en beurre épais, alors qu'elle a déjà tout pour elle, tu sais. C'est ça qui me fâche. Vous l'aurez compris dans mon ton, c'est la première fois que je suis sérieuse depuis le début du balado. Un autre petit sample pour Taylor Swift? Oui, en effet. C'est ça, je voulais lui donner de la matière. Je n'étais pas du tout en train de réviser mes notes pour voir où on était rendu dans l'ordre du jour. Il reste 5 minutes à la conversation, me dit Rafi, derrière la caméra. Si les dés sont pipés d'avance, à quoi ça sert encore les palmarès? Hein? Si tout est truqué, si plus rien n'est vrai, à part les sentiments que vous avez pour moi, Daniel, à quoi servent encore les palmarès? C'est qu'il reste quand même une référence pour l'industrie. Là. C'est ça que tout le monde dans l'industrie regarde les palmarès. Peut-être que le commun des mortels s'en fout, puis c'est correct, là, mais quand une artiste arrive au sommet, ben ça va peut-être l'aider ensuite à booker un festival, à avoir une tournée internationale plus grande que ce qui avait été prévu au départ. Je pense à une Olivia Dean, par exemple, qui connaît un succès vraiment inespéré présentement. Si elle n'était pas au sommet du palmarès, elle n'aurait peut-être pas toutes les occasions qui vont s'offrir à elle dans les prochaines années. Non. Donc, ça reste important d'atteindre ces sommets-là. Moi, je me questionne seulement, en fait, si on revient à la question des pertinences par rapport aux records établis. Ouais. Je trouve qu'ils n'ont plus le même poids aujourd'hui qu'ils avaient à l'époque. Parce que quand on a des numéros 1 qui sont vraiment, comme on en parlait plus tôt, sur c'est des chansons qui ont marqué leur époque, qui ont marqué la culture populaire, aujourd'hui, c'est moins le cas. Là. On est dans un espace très fragmenté de l'industrie de la musique. On écoute nos propres chansons. Donc, les palmarès, ce ne sont plus vraiment un indicateur de la qualité. De la qualité ou de qu'est-ce qui domine dans la culture populaire. Donc, je pense qu'il faut les revoir un peu avec un grain de sel. Et maintenant, les gens disent finalement, peut-être que ce qui est plus intéressant, c'est de regarder des palmarès très ciblés. Donc, les palmarès de vente, les palmarès Spotify. Vraiment d'aller voir là où les choses sont comparables. Parce que le palmarès Billboard, là, c'est un amalgame d'écoute, de vente, de radio. Donc, c'est un peu un fourre-tout qui essaie de capturer qu'est-ce qui est populaire comme musique en englobant absolument toutes les variables. Et parfois, ça fonctionne, d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Alors que si on s'intéresse au palmarès de vente, ben là, on voit vraiment c'est quoi l'album le plus vendu cette semaine. Il y a des façons de contourner. Et si on revient au fait de la manipulation des palmarès, c'est sûr qu'il y en a toujours eu. Donc, les palmarès ont toujours été un petit peu teintés. Et il va toujours en avoir aussi. Là. Donc, ça, ben, en termes de manipulation... Moi, j'aimerais ça que ça arrête parce que, justement, quand on amplifie des phénomènes qui ne méritent pas d'être amplifiés, par exemple, Olivia Dean, je suis contente que vous ayez pris cet exemple-là parce que j'ai pas été capable de mettre la main sur des billets. Et ça, c'est inacceptable parce que les billets, pour une star qui existe depuis genre 2 ans, gros maximum, sont à 400 $ et plus parce qu'il y a une espèce d'engouement puis un effet de masse autour de cette fille-là qui remplit des stades alors qu'elle devrait être dans l'étape de sa carrière où elle fait des petites salles de spectacle et qu'on peut la voir et l'apprécier dans un contexte intime. Surtout qu'elle n'a pas une scénographie comme artiste qui justifie de remplir des stades. Moi, ça me tue. Mais ça nous ramène au Kaya Asylum. Elle aurait peut-être mieux été d'être là. Tout nous ramène au Kaya Asylum. Je ne suis moi-même pas sortie encore. Et nous, comme fans, on aurait pu profiter de sa présence dans une petite salle de spectacle avec peu de gens. On aurait pu l'avoir évolué dans sa carrière sans qu'elle atteigne justement un sommet de popularité qui fait en sorte qu'elle est maintenant mainstream et qu'elle est passée de pratiquement inconnue à trop populaire pour que tout le monde puisse bien en profiter de sa musique. Bon, ben Daniel Blanchette-Pelletier, pas de Victoriaville, merci beaucoup pour votre temps. Je regarde, mon temps de visite est écoulé, donc je retourne au Kaya Asylum. Je suis attendue par les gardiens de sécurité. Bye. Oui, j'arrive.